Du 33 tours au streaming, 50 ans de transformation du business musical. Olivier Cachin, bonjour. Bonjour. Olivier Cachin, journaliste, écrivain, spécialiste des musiques noires, enfin de la musique en général, 17 ouvrages consacrés à la musique, dont un ouvrage sur Michael Jackson. Et donc, en 3 temps, nous allons parcourir 50 ans de transformation de l'industrie musicale et voir quels enseignements on peut en tirer. Premier temps, premier format, c'est le 33 tours. Oui, on sort alors d'une période, d'une préhistoire en quelque sorte, puisqu'on a eu avant des rouleaux, des 78 tours, des 45 tours. Et en fait, l'apparition du 33 tours, ça va être le format qui va révéler les artistes comme justement des artistes et pas uniquement des produits. Parce que quand on parle de 45 tours, on empile des tubes. Et puis finalement, après, au début, l'album va être une espèce de conglomérat de singles. Et c'est avec des albums comme notamment, évidemment, le fameux Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band des Beatles, au milieu des années 60, qu'on va avoir une demande des artistes d'être considérés justement comme des concepteurs, des gens qui sont, d'où le terme concept album. Donc le format, en fait, 33 tours, va être celui qui va permettre d'étendre la musique. Évidemment, on est dans une époque où le fonctionnement de la musique est pyramidal. Les majors, ces fameuses compagnies, les majeures compagnies, sont celles qui détiennent toutes les cartes. C'est le cœur du système. Et c'est un système pyramidal où tout en haut, on a le patron qui va avoir droit de vie ou de mort sur les produits qu'il met en avant. Et puis en bas, toute cette masse grouillante d'artistes qui tous rêvent de rentrer dans ce Graal, qui vont donc le faire à coup de concerts en espérant que des gens des maisons de disques viennent les voir, ou de cassettes démos qu'ils vont envoyer à des directeurs artistiques, et à travers différents filtres pour en arriver jusqu'au patron de la maison de disques qui va, tel un souverain de droit divin, décréter que tel artiste sera la potentielle prochaine star. Tout de suite, on va voir les Beatles et les Rolling Stones. Mais oui, parce que là, évidemment, c'est toujours un bon système que de mettre en opposition, même si c'est parfois un peu artificiel, on l'a vu à toutes les époques, les bons et les méchants, les gentils et les rebelles, et dans le rôle des gentils garçons avec une coupe au bol et des belles chansons, on a les Beatles, et puis dans le rôle des agitateurs, ceux qui chantent des chansons comme Passons la nuit ensemble, L'homme qui se bat dans la rue, enfin des chansons qui sont d'ailleurs un reflet de ce qu'était l'époque, puisque la musique c'est aussi un reflet de l'époque. La musique est déjà plus qu'une industrie, c'est un écosystème. Il y a les radios, il y a les... Voilà. Comment tout ça s'articule à cette époque-là du vinyle? Ce qui est amusant, c'est de voir que finalement, on va retrouver dans toutes les époques de la musique la même volonté des majors de contrôler le marché. Parce qu'on parle quand même de quelque chose qui est complètement abstrait. En mathématiques, les résultats qu'on obtient sont sans appel. Si on dit tel groupe est un bon groupe ou telle chanson est une mauvaise chanson, ça reste totalement subjectif. Donc il va y avoir, dès le début de la musique de masse, un scandale autour de ce qu'on a appelé le payola, pay-per-play, c'est-à-dire qu'en gros, très simplement, les maisons de disques vont donner de l'argent au DJ pour passer les 45 tours. Système qui va être dénoncé. Alors, certains patrons de maisons de disques en France ont dit que ça n'a pas existé en France. Bon, mais en tout cas aux États-Unis, il y a eu un scandale qui a coûté sa place à plusieurs DJ de radio parce qu'on a appris qu'effectivement ils avaient passé donc pas des contrats, mais plutôt ils avaient touché en sous-main de l'argent. Maintenant, la question que ça pose, c'est est-ce qu'une bonne chanson est une chanson qui est décidée par le public? Est-ce que c'est parce qu'elle passe beaucoup à la radio? Est-ce que finalement les maisons de disques ont toujours raison ou toujours tort? Les payolas, c'était la première tentative des maisons de disques de rationaliser un marché qui était évidemment complètement abstrait, puisque, encore une fois, comment décider de ce qui est bon ou pas bon? Bien sûr, avec un jeu complexe, parce qu'il y a aussi les concerts, il y a aussi, être artiste, c'est pas juste vendre un vinyle. Non, être artiste, c'est effectivement rentrer dans un système assez complexe, et puis avoir aussi... essayer d'écrire une histoire. Les maisons de disques, elles sont là pour le profit. Les artistes, ils sont là pour dire des choses. En tout cas, à l'époque, dans les années 60, on est vraiment dans une musique qui veut exprimer justement l'époque. Que ça soit Marvin Gaye avec What's Going On, que ça soit les Beatles avec Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, ou les Stones avec plusieurs de leurs albums, Exile on Main Street par exemple. Là, on est dans des artistes qui ont une expression artistique, qui ne sont pas là uniquement pour l'argent. C'est vrai que c'est étonnant maintenant qu'on ne parle que d'argent en parlant de musique. À l'époque, il y avait quand même une certaine idéalisation de la musique. Et une musique qui, comme le propose Jacques Attali dans Bruit, est annonciatrice des transformations sociétales aussi. Voilà, qui accompagne, alors comme on dit souvent, la musique ne crée pas la révolution, mais elle peut l'accompagner avec une chanson qui va bien avec. Donc une industrie extrêmement tenue dans cette fameuse pyramide, c'est la période du vinyle.
je vous retrouverai pour une seconde émission pour évoquer la bascule vers le CD. Et là, tout va changer, mais ça c'est dans la partie 2.